Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations à l'usage des classes de terminale et plus. Attention, ces dissertations ne sont pas faites pour être copiées telles quelles, mais pour donner des idées. Elles ne prétendent pas posséder la vérité, et donc à chacun de trouver la manière dont il rédigera ses propres exemples et ses propres conclusions. Et le sujet aujourd'hui fait partie de la philosophie du travail, une philosophie pratique, présente chez l'homme, et il consiste à se demander, peut-on aimer une œuvre d'art sans la comprendre? D'abord, il faut sérier le sujet. Parmi les œuvres d'art, il n'y a pas que les beaux-arts, il y a les œuvres d'art utilitaires. Et donc, nous nous contenterons évidemment d'aborder cet art qui est beau et qui vise véritablement, en tout cas dans l'intention de l'auteur, à susciter ce sentiment, cette contemplation, ce rapport à l'œuvre qui détermine la notion de beauté. Il est évident que pour une œuvre d'art utilitaire, ce qui compte principalement, c'est son efficacité. On n'a pas besoin de comprendre, par exemple, une caméra numérique, un ordinateur dans son fonctionnement. Ce qu'on veut, c'est qu'il rende le service qu'on lui demande. Évidemment, une œuvre utilitaire peut être associée à de la beauté. Par exemple, Dassault, le grand constructeur d'avions, disait « Un avion fonctionnera s'il est beau ». Donc, la séparation n'est pas totalement à faire. Pourtant, si on se penche sur les œuvres d'art belles, ayant l'intention d'être belles en tout cas, eh bien on peut traiter ce sujet en plusieurs parties. En première partie, j'aimerais faire ce qu'on appelle une antithèse. Ça veut dire regarder la conviction de certains artistes qui veulent créer une œuvre d'art qui n'a pas de dimension de compréhension, abstraite de toute signification. Évidemment, il faudra se pencher sur ce qu'ils en disent et ce que ça suscite chez le public. Ensuite, je ne donnerai pas une thèse par opposition à une antithèse. Je crois que ce plan ne convient pas à la philosophie réaliste. C'est plutôt dans une deuxième partie une recherche de la vérité qui sera faite, à savoir définir d'abord ce que c'est qu'une œuvre d'art belle, d'où est-ce qu'elle provient. Et ensuite, si l'effet chez celui qui la contemple est de l'aimer, d'où est-ce que ça provient? Est-ce que ça provient, je dirais, essentiellement d'une compréhension intellectuelle? Telle sera la question. Enfin, dans une troisième partie, je voudrais me pencher sur l'univers tout entier. Parce que l'univers peut être considéré par certains comme une création. Pas forcément la création d'un être intelligent, mais en tout cas la création, je dirais, de l'évolution. Et il y a une contemplation concernant cet univers, parce qu'il est beau, il est structuré. Et il peut donc être regardé comme une œuvre d'art. Donc, de cette première partie, je voudrais traiter d'une antithèse, c'est-à-dire de l'avis de certains artistes qui disent que comprendre son œuvre ne sert à rien. En effet, au XXe siècle est apparue une volonté d'abstraire l'œuvre de plusieurs de ces éléments qui étaient considérés auparavant comme essentiels. D'abord, abstraction de toute signification. Jusqu'à là, l'idée de tous ceux qui contemplaient une œuvre était de se demander qu'est-ce que ça représente, et ensuite éventuellement de se laisser prendre par elle. Eh bien, certains artistes, bien après l'époque impressionniste, ont dit « Nous ne voulons plus de cette question-là. Nous voulons chercher la forme qui est belle en elle-même, par sa simple forme. » Après tout, pourquoi pas? Lorsqu'on regarde un ciel avec des nuages, il n'y a pas de signification, mais il peut y avoir beauté. Et c'est dans cette démarche-là qu'un certain art abstrait est arrivé. Voici quelques exemples du genre d'œuvre qui est sorti de cet art-là. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Pourquoi s'arrêter en si beau chemin? Pourquoi ne pas abstraire aussi l'œuvre de toute espèce de représentation? Ça veut dire que les harmonies des couleurs, les choses comme ça, n'étaient parfois même plus recherchées. On voulait simplement jeter sur le papier quelque chose.
Le but était de surprendre, et on voyait souvent des gens qui venaient avec une grande intelligence de l'art, qui n'osant pas dire que c'était beau, parce que ce n'était pas beau, disaient, en termes édulcorés, c'est surprenant, ça interpelle. On pourrait donc dire que pour aimer cet art-là, il n'y a pas besoin de le comprendre. Eh bien, paradoxalement, c'est à partir de cette époque qu'on a vu apparaître une forme de logorée. Ça veut dire tout un discours très intellectuel, je dirais presque rationnel. Un discours aussi établi sous forme d'une supériorité, comme un élitisme, qui comprenait ce que le vulgus pecum, ça veut dire la plupart des gens, eux, fuyaient. Ça veut dire que ces expositions d'art contemporain étaient très peu visitées, sauf par des gens qui, visiblement, semblaient se gargariser de leur propre intelligence. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, on peut dire que, outre la vanité de faire partie d'une élite qui comprend, tandis que les autres ne comprennent pas, outre aussi les spéculations financières, ça veut dire des œuvres de cet acabit vendues très cher, parce que certains, qui n'y connaissaient rien à l'art, se disaient qu'il y aurait le même phénomène que pour l'art impressionniste, qui avait été lui-même méprisé, avant de devenir le plus cher de tous les arts. Et donc, outre cela, on voyait qu'en fait, comme cet art ne signifiait rien, eh bien, certains éprouvaient le besoin de le justifier, d'en justifier l'existence. Je me rappelle d'une exposition qui avait duré 3 à 6 mois au Grand Palais à Paris, où un artiste qui toute sa vie avait fait une unique œuvre, à savoir, si je me souviens bien, des petits carrés blancs, des petits carrés roses à côté, avec tant de centimètres pour chaque carré, et ceci 1000, 2000 fois étaient exposés. Évidemment, les salles de l'exposition étaient désertes, sauf par quelques personnes qui trouvaient cela interpellant, surprenant. Alors pour bien montrer qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas humain là-dedans, quelque chose que, je dirais, la majorité du peuple a peut-être plus compris que les élites, voici comment, à un moment donné, dans les années 90, certains comiques appelés les inconnus caricaturaient ce snobisme-là. Et nous aurons des châtaignes. J'aime l'automne. Pas moi. Je préfère l'automne. C'est tout comme moi. C'est l'hiver que je préfère. J'ai fait un peu de thé. Ivan Ivasinevitch n'est pas encore rentré. Avec 2 sucres, pour moi. Peut-être le printemps. Un verre de lait? Peut-être. Non. Oui. Dommage que la mer soit si loin. Qui sait? Je sais pas. Pas non plus. Oui, le dialogue est tout à fait terrifié, Ah oui. chose tout à fait bouleversif. Oui. Et je dirais même, au risque d'être pédant, je trouve ça bouleversant. Oui. Tout à fait. Mais est-ce qu'au bout de 2 heures, ce n'est pas un petit peu emmerdifiant sur les bords? Non, pas du tout. Non. Et ce qui est scandalisatoire, scandalifiant, il faut le savoir, c'est que son dernier film d'érédiction est resté 2 heures à l'affiche. Le film en temps 7, vous voyez que c'est vraiment une erreur. Oui, et puis aussi, il faut dire qu'il avait été occulté par la sortie de l'ours, du grand bleu, de l'ours, le grand bleu. C'est des films qui ont très bien marché. Ah, mais je ne connais. Oui. Excusez-moi. Alors maintenant, Alors, dans cette deuxième partie, je voudrais maintenant, je dirais en l'illustrant, parce qu'on a vu dans la première partie, aborder une recherche de la vérité. La première chose à se demander, c'est d'où viennent les beaux-arts lorsqu'ils sont profondément portés par l'homme. Ça veut dire lorsqu'ils ne sont pas dans une crise d'abstraction exagérée. On peut dire que toute œuvre sortant d'un artiste provient de son inspiration. Il la porte d'abord en lui. Il la porte profondément. Et cette inspiration, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est dans une grande sensibilité, une grande passion. Ça veut dire que quand l'inspiration le prend, il ressent un plaisir à inventer et aussi un travail. Ça veut dire que cette inspiration liée au plaisir de la beauté qu'il va ensuite devoir sortir dans la matière, elle s'accompagne d'une intelligence de ce qu'il fait. Ce n'est pas que de la sensibilité. Il y a une intelligence, mais attention, quand je dis intelligence, c'est une compréhension de type contemplatif. Ce n'est pas forcément des tas de raisonnements. Les raisonnements, eux, ils vont intervenir
dans l'art utilitaire particulièrement. Cette inspiration qui aboutit donc à ce projet de beauté, va exiger une mise en œuvre, elle est donc efficace. Il va falloir se bagarrer avec la matière s'il s'agit de tailler une statue dans de la pierre. C'est un travail réel, physique. Et alors, il va sortir cette œuvre. Et cette œuvre, elle est donnée au public, telle qu'elle. Et on le constate, elle est là et elle est coupée en elle-même de l'inspiration de l'auteur qui l'a pensée. Elle va donc devoir susciter par elle-même ce choc qu'on appelle la beauté, et qui va provoquer qu'on va aimer cette œuvre d'art, ou au contraire la détester. Et donc toute la question qui se pose, c'est, pour que ce choc se produise, est-ce qu'il est nécessaire de comprendre l'inspiration de l'auteur, puisque cette œuvre n'en est que le modèle restreint, couché dans l'œuvre, et donc forcément inadéquate. La richesse intérieure est forcément plus riche que ce qui apparaît dans la matière. La réponse, c'est que celui qui regarde l'œuvre et qui en est touché porte la même nature humaine que l'artiste. Cependant, c'est un être, une vie intérieure différente. Et donc, une œuvre posée devant lui peut susciter, puisqu'elle est la rencontre avec son intériorité, une réaction de contemplation par rapport à la beauté, toute différente de celle du projet de l'auteur. Je dirais que tous ceux qui ont été élèves en première, en français, ont pu constater parfois cela avec leurs professeurs. Quand des professeurs commentent des poèmes de Baudelaire, de Verlaine, eh bien, ils le commentent en essayant de faire toucher aux élèves ce que l'auteur a voulu dire. Et quelquefois, ils y trouvent des choses que très certainement, se dit à un moment l'élève qui écoute le cours, très certainement l'auteur n'y a peut-être même pas pensé. Donc, des analogies entre des vers qui se balancent comme les ailes d'un albatros, par exemple. Peut-être que l'auteur a juste voulu faire un vers qui fonctionne selon les pieds et la norme des rimes. Parfois, c'est amusant, parce que, évidemment, lorsque l'auteur peut venir, il découvre des choses auxquelles il n'avait pas du tout pensé dans son inspiration. Mais peu importe. Ceci révèle simplement que ce qui compte pour aimer une œuvre, c'est que sa propre inspiration, venant de son propre intérieur, lui donne vie. Et alors peut se faire le choc de la beauté. La beauté, qu'est-ce que c'est donc? C'est d'abord une œuvre, donc une splendeur en elle-même, mais qui est morte. L'œuvre toute seule, un chien la regarde, il n'y voit rien. Pas de beauté. Une statue, à la rigueur, c'est pour y faire pipi. D'autre part, il faut un sujet qui la reçoit, à savoir une intelligence et une sensibilité. Les deux sont ensemble. L'être humain n'est pas seulement une sensibilité, sinon le chien dont je parlais juste avant, il a une sensibilité. Il faut aussi cette intelligence qui n'est pas la raison raisonnante dans des grands raisonnements. Non. Une intelligence qui comprend dans un acte simple qu'on peut appeler contemplation. Et alors, quand se fait la magie, la rencontre des deux suscite l'émotion, qui est subjective, qui est dans le sujet. Il y voit la splendeur de la forme, et parfois même il a l'impression de rejoindre l'inspiration de l'auteur. Il n'en est pas sûr. C'est en fait sa propre intériorité qu'il rejoint. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui provoque l'amour d'une œuvre d'art? Eh bien, la sensibilité y est essentielle quand c'est une œuvre sensible. Je me rappelle par exemple d'un ami qui me racontait que, étant un jour parti en montagne, dans les Alpes, juste pour camper et pour pouvoir assister au lever du soleil, il était arrivé sur un plateau, il y avait monté sa tente et il y avait dormi, finalement, en dehors, pour regarder les étoiles qui étaient magnifiques. Il n'en avait pas l'habitude. En ville, la pollution lumineuse l'empêche. Il s'était endormi. Et voilà qu'il s'était réveillé de tout au matin, très tôt. Et s'était produit devant lui un miracle de la nature. Des nuages étaient arrivés pendant la nuit, mais ces nuages, en fait, étaient exactement à son niveau. Si bien que, comme une mer, il battait sur la montagne à ses pieds, et au-dessus, le soleil se levait. C'était une vision magique, un peu comme si il était au bord de la mer alors qu'il était en hauteur en montagne. Donc, face à ce spectacle de la nature, sa sensibilité était prise, c'est vrai. Mais là, en plus, il y avait mis tout son intériorité.
Et il m'avait raconté qu'il avait prié le Créateur de toutes ces merveilles. Ça veut dire qu'il y avait mis une recherche intime de quelque chose de sacré. Quelque chose que quelqu'un d'autre n'aurait pas recherché. Certains y auraient vu juste la beauté, donc quelque chose de magnifique et d'unique pour les sens, une lumière qu'on ne retrouvera jamais. Et d'autres y auraient vu, je dirais, la petitesse de l'homme devant la grandeur de la nature, donc quelque chose d'humain. Lui y a mis en plus une dimension sacrée. Qu'est-ce que démontre ou manifeste cet exemple? Eh bien qu'en fait, face à une œuvre d'art, qui là en l'occurrence est la nature, mais qui pourrait être n'importe quel tableau, n'importe quelle musique, il y a plusieurs niveaux de confrontation à sa beauté selon ce qu'on est. Et que plus cette confrontation atteint la profondeur de son être, plus l'expérience contemplative de la beauté est profonde. Lorsque ce sont juste les sens qui sont pris, parce que ça peut être magnifique, ne serait-ce qu'une musique, eh bien, il y a un choc de beauté qui est purement sensible. Et ça existe, on ne comprend pas l'œuvre, on ne comprend pas ce qu'a voulu dire l'auteur, on ne comprend pas non plus ce que ça suscite en soi, mais on est pris par la beauté, on aime cette œuvre. Donc, comprendre une œuvre n'est pas absolument nécessaire. Mais si en plus, on y met sa propre intériorité, et qu'on comprend quelque chose de soi qu'on croit pouvoir appliquer à l'auteur, alors, dans ce cas-là, la contemplation de l'intelligence ajoute à la beauté, selon le degré d'intelligence qu'on y met, selon le degré d'intelligence que l'œuvre permet aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas besoin de comprendre ce que l'artiste lui-même a voulu dire. Ça, c'est un travail culturel. Non, pour aimer une œuvre, il suffit de comprendre ce qu'on est soi-même. Et comme on partage la même humanité que l'auteur, pourquoi pas? Les choses se font naturellement. Cependant, dans cette troisième partie, je voudrais aborder un cas particulier d'œuvre belle, qui est spécial, véritablement, parce que ça ne touche pas directement la sensibilité comme la statuaire, la musique, la peinture, dont je parlais dans la partie précédente. Je voudrais parler d'une expérience de beauté par rapport à une œuvre d'art réelle qui se trouve par exemple chez les mathématiciens. Ça, c'est une expérience qu'on ne peut faire, je dirais, que quand on est entré dans ce que sont les maths. Pas comme la plupart des élèves de terminale qui essayent d'appliquer laborieusement des recettes pour aboutir à une équation, à son résultat. Certaines personnes entrent dans les maths en y comprenant qu'il y a un art, qu'une démonstration peut être limpide. Ça veut dire aller droit à un but, en ligne droite, ou une autre compliquée, passer par des circonvolutions compliquées pour aboutir au même but. Les deux démonstrations sont valables. Mais lorsqu'il y a contemplation artistique, donc véritablement que son âme est prise par cette science qui est aussi un art, eh bien il peut y avoir contemplation artistique d'une démonstration bien réussie. Et c'est source de véritable joie. Évidemment, dans ce cas-là, comme c'est une œuvre purement intellectuelle, personne ne peut entrer dans cet art-là sans le comprendre. Personne ne peut aimer une démonstration magnifique sans comprendre les maths, c'est évident. C'est un cas particulier, et ça montre bien comment est-ce que, depuis l'œuvre qui ne touche que la sensibilité, jusqu'à cas extrême, l'œuvre qui ne touche que l'intelligence, tous les cas intermédiaires sont possibles, parce que, comme je le disais, sensibilité et intelligence marchent ensemble pour comprendre une œuvre d'art. Alors, dans le même domaine, c'est la contemplation de la nature, mais non pas comme tout à l'heure avec ce spectacle magnifique d'un lever de soleil, mais dans sa structure intime, d'ordre, je dirais, mathématique elle aussi. On trouve cette contemplation-là chez des grands scientifiques. Les petits scientifiques qui ne vont pas assez loin dans la découverte de la complexité, mais aussi l'ordre extrêmement précis de la nature, ne peuvent pas atteindre cette contemplation. Chez des grands scientifiques, par exemple, lorsqu'on entre en physique et qu'on analyse les constantes qui organisent la matière,
Il faut souvent un outil mathématique pour comprendre. Qu'on comprend que ces constantes sont réglées de telle façon, si précise, que la moindre dérèglement à la 50e décimale change complètement le monde. Et qu'on peut, avec l'outil mathématique, établir ce que serait le monde si les constantes étaient légèrement décalées. Eh bien, il peut y avoir admiration et contemplation de ce monde physique. Cette même contemplation peut apparaître lorsqu'on regarde la vie, sa structure, son ADN. Ce sont des mécanismes absolument inconnus encore, du moins qu'on commence à approcher. On ne sait pas comment, par exemple, dans la division cellulaire, peut se produire le mécanisme magnifique de séparation de deux ADN qui ne s'en mêlent pas. Alors que l'ADN, c'est un filament d'une longueur extraordinaire, qui, si on lui donnait la largeur, je ne sais pas moi, de ce doigt, ferait plusieurs fois le tour de la Terre. Un filament extrêmement fragile et qui est rangé précisément pour ne pas s'en mêler, par un mécanisme qu'on ne connaît pas. Il y a admiration avant même de comprendre, mais au fur et à mesure que le scientifique comprend comment ça se passe, par quelles enzymes, par quelles réactions chimiques, il peut y avoir contemplation artistique. Et très souvent, dit-on, beaucoup de sciences mènent à considérer la nature comme une œuvre d'art. Ça veut dire que peu de sciences éloignent de Dieu, mais que beaucoup de sciences semblent rapprocher de Dieu par l'admiration artistique. En effet, par un raisonnement simple, celui qui a approché l'absolue, je dirais, complexité et perfection de la structure de la nature, est obligé de se dire parfois, est-ce qu'il n'y a pas un auteur intelligent qui l'a pensé ? Évidemment, cette approche scientifique ne touche aussi que l'intelligence, et je dirais même la raison mathématique. Sans comprendre cela, on ne peut pas le faire, ou alors il faut être une personne simple. Il y a des personnes simples qui obtiennent le même contemplation simplement en regardant un oiseau. Cette petite machine n'est pas une machine, elle est sensible, elle éprouve des sentiments et elle est adaptée au vol. Alors évidemment, toute la science vulgarisée actuelle dira « mais non, ça vient de mécanismes du hasard et de l'évolution uniquement. Pas besoin d'admettre un auteur à cette merveille. » Eh bien, je dirais que les gens simples, indépendamment de cela, se disent tout de même. Ça fait des années qu'on fait de la science, qu'on fabrique des ordinateurs. On n'est pas arrivé à 1/1000e de ce que c'est que cette petite bête. Jamais aucun ordinateur n'a atteint la sensibilité. On ne sait même pas ce que c'est. Et la Terre n'a que 5 milliards d'années. Donc il peut y avoir véritablement contemplation de l'animal, de la plante, comme d'une œuvre d'art, et donc introduction dans la connaissance de son auteur. En tout cas, dans le cas de cette contemplation, je dirais religieuse, quasi religieuse, eh bien l'intelligence est nécessaire. La sensibilité ne suffit pas, même si elle est le fondement par l'expérience, en l'occurrence que je montrais. En conclusion de cette étude, eh bien, après avoir manifesté ce que c'était que l'art contemporain dans ses excès, je crois qu'à un moment donné, l'être humain en retournera à ce qu'il est. L'être humain, c'est de la sensibilité, mais c'est aussi de l'intelligence qui comprend les choses. Ça veut dire donc que, quoi qu'on fasse, l'art ne peut sortir que des deux. Les beaux-arts ne peuvent pas sortir de l'abstraction totale de ce que c'est que l'être humain. Parce que la beauté, c'est la rencontre avec un sujet. Et donc, tant que l'art essaiera de s'abstraire des splendeurs des formes, mais aussi de la signification profonde qu'il peut mettre à ces formes, cet art-là sera en décadence. Par contre, il aura un rôle prophétique. Je pense que dans quelques siècles, lorsqu'on regardera certaines œuvres contemporaines, où parfois l'artiste se moquait de l'humanité, eh bien on dira « cet art a été prophète parce qu'il a manifesté l'époque où l'homme ne croyait plus même en lui, en sa propre subsistance, en sa propre place dans l'univers, sans doute après les traumatismes du XXe siècle, des guerres mondiales, des massacres dus à des idoles auxquelles il s'était donné. Fort heureusement, après la mort vient toujours la vie,
Et donc les générations nouvelles auront certainement un jugement sur cette période et comprendront pour le coup, de l'intérieur avec leur intelligence et peut-être même aimeront cet art nihiliste, marquant une époque nihiliste et donc quelque chose de la nature humaine. Mais dans ce cas-là, alors on peut dire qu'ils auront redonné une signification profonde à cet art contemporain abusif.